Ravi de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres. La polémique autour du protocole de Rebus enfle de plus en plus. Le Forum civil souhaite l'audition de tous les concernés. Ndiak Fall, professeur de droit pénal, affirme qu'Idrissa Seck peut être traduit devant la haute cour de justice s'il y a des éléments à charge contre sa personne. Leur point de vue dans quelques instants. BFM 2016, plus de 202 000 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire. Des épreuves jugées abordables pour certains qui craignaient le pire, et puis résultat par contre catastrophique du bac à Sédhiou. Seule une personne admise d'office sur 760 candidats en série L'1. À Saint-Louis, la situation n'est pas des plus reluisantes, 30% de réussite seulement pour les deux tours. À Dakar, au centre Blaise Diagne, idem, sur 310 candidats, seuls 60 ont été admis d'office. Des précisions au cours de cette édition. Conseil des ministres décentralisé, le chef de l'État dans la banlieue à compter de demain, mardi. En attendant, les Sénégalais sont à l'heure du bilan. Entre promesses et réalisations, ils disent attendre toujours des résultats concrets. L'apériste Luxar brandit le PUDC comme une preuve de l'importance de ces conseils de ministres décentralisés. Mais ces arguments sont battus en brèche par le journaliste Abdoulaye Thiam qui estime que beaucoup trop d'argent est englouti au profit de cette initiative, loin de satisfaire les attentes des Sénégalais. Enfin, l'invité du 20h est Mamadou Oumar Ndiaye, journaliste, directeur général de GMC, directeur de publication du Témoin. Il est interrogé par Mamoudou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre après cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le protocole de Rebus, l'autosaisine du procureur afin que lumière soit faite sur cette affaire. Salué par le Forum civil, Birahim Seck demande l'audition de toutes les parties prenantes, y compris l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, un spécialiste du droit, s'est également prononcé sur cette affaire. Il s'agit de Ndiak Fall. Selon lui, Idrissa Seck pourrait bien être traduit devant une haute cour de justice s'il y a assez d'éléments à charge contre lui. Mambiram Diouf. Le procureur de la République s'autosaisit, ce qui réconforte Birahim Seck qui demandait la solution institutionnelle et non politique sur l'affaire des 74 milliards. Dans la mission du procureur de la République, quand il y a des questions d'argent qui se posent au niveau national et qu'il y ait des zones d'ombre, le procureur de la République puisse agir pour quand même aider les Sénégalais à comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème. Il est possible, quand il y a décision de non-lieu, à ce que les poursuites puissent être réouvertes. Il y a dans ce cas-là réouverture de l'information sur charge nouvelle. Mais cette initiative de réouverture appartient au procureur de la République, c'est-à-dire que c'est lui qui en a l'exclusivité. Démarrage des auditions ce mardi, beaucoup de personnalités citées, la présence de Maître Abdoulaye Wade face aux enquêteurs exigés. Quand une affaire se présente, toutes les parties doivent être entendues, que ce soit le président de la République, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, mais ce serait même un honneur pour lui de venir éclairer les Sénégalais sur cette affaire. Après bouclage de l'enquête, 3 possibilités s'offrent au procureur de la République pour diligenter cette affaire. Selon le professeur Ndiak Fall de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UCAD, la classer sans suite, faire une médiation pénale ou la réouverture du procès à la haute cour de justice. Il faudrait, avant que ce Premier ministre ne soit traduit en justice, un vote de l'Assemblée nationale pour que, si vous voulez, l'instruction se fasse. Donc ce n'est pas une mince affaire. La saisine du procureur est aussi attendue par Birahim Seck sur d'autres dossiers. Éclairer les Sénégalais sur les conditions de libération de M. Karim Wade, ce qu'on appelle souvent le protocole de Doha, mais également éclairer les Sénégalais sur les conditions d'acquisition de contrats de pétrole de façon globale au Sénégal, que ce soit dans l'affaire Petrotim. La machine judiciaire remuée, le dossier sur les 74 milliards livrera probablement tous ses secrets. Des épreuves abordables pour le brevet de fin d'études moyennes secondaires qui a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire sénégalais avec une année scolaire sauvée de justesse. Certains candidats qui craignaient le pire se disent rassérénés. Aïssatou Paye les a rencontrés. Reportage. Ils écoutent religieusement, penchés sur leur copie, les candidats au BFM
ne veulent rien rater de cette première épreuve, la dictée, qui requiert une totale concentration. Il fallait avoir beaucoup de concentration pour savoir où mettre les ponctuations et tout. Oui, mais c'était un peu difficile là. Pour la dictée? Ouais. C'était difficile par rapport à quoi? Les ponctuations et tout. Ça va, c'était bien. C'était pas trop dur. C'était abordable. Pas de problème. Des épreuves abordables selon le censeur du lycée de Ouakam. Tout se déroule dans le calme et tout est OK au calme pour le moment. D'accord, donc la composition française. Globalement, ils disent que c'est abordable. Hein. Quand j'ai interpellé certains, ils me disent que pour le moment, en fait, la dissertation est abordable, ce que certains m'ont affirmé. Sérénité chez les candidats. J'étais à l'aise. On attend beaucoup de maths et notamment les physiques-chimie. Je suis serein et je croise les doigts. Oui, je suis serein. Alhamdulillah. Au lycée de Ouakam, comme partout ailleurs au Sénégal, les épreuves se poursuivent jusqu'à mardi. Et puis bon courage pour tous ceux qui passent le BFM. Le BFM, justement, nous en parlons. Donc en chiffres, il s'agit de quelques 202 784 candidats répartis au niveau de 999 centres d'examen sous la vigilance de 13 500 surveillants. Des chiffres révélés par Amadou Mokhtar Ndiaye, directeur des examens et concours. Selon lui, toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour un bon déroulement de l'examen au Sénégal, en Gambie, mais aussi en Arabie Saoudite. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Tia. Dans tous les centres que nous avons visités, nous avons trouvé un personnel disponible et un démarrage sans anicroche des épreuves. Le BFM démarre aujourd'hui sur l'étendue du territoire national, mais en Gambie et en Arabie Saoudite aussi. Parce que nous avons des écoles en Gambie et en Arabie Saoudite. Et nous avons un effectif global de 202 784 candidats. Mais ce qui est intéressant, c'est que les filles sont beaucoup plus nombreuses dans cet effectif-là parce qu'elles constituent en fait 110 387 candidats. Hein? Donc 3028 filles de plus que l'année dernière. Et ceci a nécessité la mobilisation de 13 500 surveillants. Parce que nous avons fait en sorte que les surveillants soient présents 2 par salle et que des dispositifs sécuritaires soient pris. Des dispositifs sécuritaires soient donc pris. À ce niveau-là, ce que je voudrais dire également, c'est que dans le processus de construction des épreuves, dans le processus également qui mène vers le tirage, l'impression, la sécurisation, rien n'a été négligé. Toutes les épreuves ont été tirées à temps. Un calendrier de levée des épreuves a été envoyé aux différentes académies et les inspecteurs d'académie sont venus récupérer leurs épreuves qui sont mises dans des sous-enveloppes et dans des malles. Et dans les malles, pour chaque malle, il y a 2 cadenas et pour chaque cadenas, il est établi un code. Et le code est notifié aussi bien au chef de centre qu'au président du jury et chacun a un code différent. Fondamentalement, ça ne pose pas de problème parce que moi-même, j'ai visité des centres où cohabitaient un jury de bac et de BFM. Le problème fondamentalement ne s'est pas posé parce que tout est question de planification et surtout quand elle est ascendante. Et après le BFM, nous nous intéressons aux résultats du bac que le centre Blaise Diagne de Dakar a délibéré ce matin. Un moment de forte émotion dans le jury 966. Une mention très bien et 2 mentions bien ont été décernées sur les 310 candidats qui ont composé. Sur ces 310 candidats, 60 seulement ont été admis d'office et 80 sont admissibles au second tour. Les détails, c'est avec Aminata Mbaresso et Jafar Abba. L'attente fut longue, le suspense est difficile à supporter. C'est l'heure de la proclamation des résultats du baccalauréat au jury 966 et 967, centre Blaise Diagne de Dakar. Vanessa Rosalie Célestine Mané ne peut contenir sa joie. La fille est déclarée admise avec la mention très bien dans la série L'1. Je ne peux même pas. Je suis très contente, je suis trop émue. Je suis gagnée par l'émotion. Donc, les épreuves étaient abordables, je pourrais dire. Travailler dur pour honorer nos parents et prier notre Seigneur pour qu'il puisse exaucer tous nos vœux. D'autres filles qui se sont illustrées, mais cette fois au jury 967, ces 2 candidates venues de la maison d'éducation Mariam Ba,
Elles se classent première et deuxième de leur jury avec la mention bien. Je suis vraiment très heureuse. À cet instant, je suis tellement libérée. Je n'ai même pas les mots. Je suis très contente. On est satisfaite. J'ai eu la mention bien, comme mon amie. Elle est la première du jury. Et je suis deuxième. On vient de la maison d'éducation Maria Baba. Une vague de choix au lycée Blaise Diagne de Dakar qui cache mal la déception de beaucoup de candidats en classe de terminale. Sur 310 enregistrés au jury 966, seuls 60 sont passés au premier tour, 80 autorisés à faire les épreuves du second tour. Et beaucoup d'émotions également à Saint-Louis où les derniers résultats du baccalauréat ont été proclamés ce lundi dans les séries littéraires, des résultats qui ne sont pas du tout fameux. 30% de réussite pour le premier et le second tour, le même constat dans les communes de Gondon, de Pal, de Raou ou encore de Ross-Béthio. Toutefois, le centre du lycée technique a sauvé l'honneur sur place. Les séries S1, S3 et S2 se sont illustrées avec plus de 40% de réussite au premier tour. Ousseynou Diop et Abib Seck, nos correspondants sur place, nous font le point. Résultat yu mujj yi ci baccalauréat bi ci diwaanu Ndar joxe nañ ko. Deux petits soucis avec cet élément. Nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. En revanche, à Sédhiou, grosse désillusion pour les candidats au bac dans les deux plus grands centres de la région. Les résultats sont tout simplement catastrophiques. Sur un total de 760 candidats en série L'1, eh bien, seule une personne a été admise d'office. Les 11 autres sont passés au second tour. Bakary Konté. Les résultats du bac sont tombés ce lundi au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Sur un total de 760 inscrits, jury 856, série L'1, un seul admis d'office, 11 pour le deuxième tour. Série L2, 3 admis d'office, 18 pour le deuxième tour. Jury 858, série L', 4 d'office, 10 deuxième tour. L2, 5 d'office, 24 pour le deuxième tour. Des résultats jugés catastrophiques. Oui, les résultats ont été catastrophiques. Je pense que nous l'avons constaté ensemble. Nous l'assumons pleinement et entièrement. En toute responsabilité et avec beaucoup de lucidité, nous allons les analyser et voir, tirer en tout cas tous les enseignements et voilà, agir en conséquence. Même situation au nouveau lycée de Sédhiou. Sur un total de 658 candidats, jury 855, série S1, un seul admis d'office, 0 pour le deuxième tour. Le proviseur du lycée Ibou Diallo pense qu'il faut revoir les évaluations dans les classes car il y a beaucoup d'élèves qui ont eu la moyenne et ils ont échoué au bac. Je n'ai pas le total exact, mais nous devons être largement en dessous de 20%. Ce qui est pour moi une grande surprise au vu des résultats des élèves en classe, ce qui me conforte dans le constat que moi-même j'avais fait déjà, même quand j'étais en activité dans les classes, c'est que nous avons beaucoup de soucis avec les évaluations, parce qu'il n'est pas normal qu'un élève puisse avoir 12 de moyenne, 13 de moyenne en classe et soit ajourné au baccalauréat. Ça ne s'explique pas. Le proviseur du lycée Ibou Diallo promet de se battre pour relever les défis, faire de Ibou Diallo un lycée d'excellence. Et nous restons dans le secteur de l'éducation pour parler cette fois-ci du taux d'achèvement scolaire à Kolda. Il est très faible ce taux. Observation faite au niveau des effectifs des candidats à l'examen du BFM où le nombre de filles est minoritaire. Une situation due à plusieurs facteurs. Elhaj Cabinet Djané est inspecteur chargé de l'éducation et de la formation à Kolda. Il nous en donne les explications au micro d'Abdoulaye Diallo. Cela s'explique aisément par tout simplement un fait, c'est que nous sommes dans une région où les populations sont amarrées à certaines valeurs qui font que très souvent les filles, de manière très précoce, on les offre en mariage, on les marie très tôt. Ensuite, il y a également le phénomène des grossesses précoces également, qui font que, en fait, en cours de route, il y a un bon nombre de filles qui abandonnent. Cette année, nous avons un total de 3733 candidats, dont 1708 filles, n'est-ce pas? Donc, les filles sont au total de
1708, les garçons 2025, ce qui donne un total de 3733. Donc voilà, aucun problème lié à l'état civil ne nous a été signalé. Donc tous les candidats à cet examen ont effectivement une pièce d'état civil. Donc à ce niveau-là, nous félicitons des efforts qui ont été faits. Tous les établissements qui accueillent un centre secondaire où l'établissement est entièrement ou partiellement sous abri provisoire, nous avons décidé que l'examen se fasse souvent dans l'école élémentaire où, pour la plupart du temps, nous avons des bâtiments construits en dur. Bon, mais c'est des cas qui ne sont pas très nombreux. Sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Même s'il pleuvait, Inch'Allah, je crois que l'examen se déroulera normalement. En tout cas, de notre côté, nous avons pris toutes les dispositions pour que la pluie ne puisse pas perturber. Allez, parlons politique à présent. Vous le savez, le chef de l'État sera dans la banlieue à partir de demain, mardi 19, jusqu'au 24 juillet prochain. En prélude à sa visite, nos reporters se sont intéressés à la portée des conseils de ministres décentralisés, à leurs effets sur les populations. Eh bien, entre promesses et réalisations, ces dernières affirment qu'il reste beaucoup de choses à faire. Sociologues, politiques ou encore économistes souhaitent une évaluation des acquis, une démarche inclusive et plus de projets en faveur des causes sociales. Maïmouna Ndiaye. De Saint-Louis à Dakar, 14 régions, des besoins chiffrés en milliards, les conseils interministériels décentralisés, les populations retiennent ça. Nous sommes dans une phase ascendante, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs favorables qui permettent d'avoir de l'espoir, mais l'ascendance, c'est aussi le travail. Il faut évidemment donner à chacun sa part de responsabilité, à l'État de prendre des initiatives et aux personnes et aux Sénégalais d'accompagner et de ne pas toujours attendre de l'État. Sur le plan sociologique, une autre lecture. Il y a un petit problème qu'on constate au niveau de ce régime actuel. C'est dans la communication au niveau des chiffres. Il aime donner des chiffres. Et bon, c'est de bonne guerre. Et souvent, on dit que la mentalité de la masse n'est pas statique. La masse, dans une démocratie, se conscientise. Au début, c'était les promesses. Maintenant, on a dépassé les promesses et on est entré au stade des programmes. Mais on doit dépasser ce stade pour arriver au niveau de projets de société. C'est-à-dire travailler avec les populations pour développer le Sénégal. Dépasser les programmes passe forcément par une évaluation exhaustive. D'abord avec les populations, pour savoir voilà ce qui a été promis, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Je pense que c'est sur ce terrain-là que j'attends le gouvernement. Donc à la fin justement de ces conseils, il faudra nécessairement aller vers une évaluation qui va nous permettre de savoir exactement ce qui a été réalisé ou ce qui ne l'a pas été. Toute autre attitude, de mon point de vue, est une attitude politicienne. Bonne démarche, une analyse constante chez nos interlocuteurs. Certains d'entre eux attendent des projets de société, d'autres une synergie d'action. Et à la question, ces conseils interministériels décentralisés ont-ils un impact réel sur le vécu des populations qui vivent dans les régions? Eh bien oui, selon l'apériste Luxar qui brandit le PUDC et les infrastructures routières qui ont émané des décisions prises justement lors de ces conseils interministériels. Un avis que le journaliste Abdoulaye Thiam ne partage pas. Selon lui, beaucoup trop d'argent est dépensé sans que les attentes du peuple ne soient justement satisfaites. Mambiram Diouf pour les détails. Depuis 2012, se succèdent les conseils des ministres décentralisés qui ont conduit le gouvernement jusque-là dans 13 régions pour un montant total de plus de 3 000 milliards annoncés en termes de besoins. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'en est-il du bilan? Luxa répond. On ne peut pas spécifier, séparer les réalisations locales de l'approche globale en termes macroéconomiques du Sénégal. C'est pourquoi dans le cadre du PUDC, de Promoville, des éléments de réalisation de l'axe 1 du PSE, nous avons accompli des pas significatifs dans toutes les régions en termes d'infrastructures routières, en termes de développement social.
À chaque région, son lot de milliards, des montants qui restent sur le papier, semble dire Abdoulaye Thiam, qui évoque un bilan mitigé. C'est un bilan, disons, mitigé. Tout n'est pas fondamentalement noir. Il ne faut pas ici non plus être nihiliste. On ne peut pas quand même occulter qu'il y a eu beaucoup de forages qui ont été faits dans le monde rural. Il faut aussi admettre qu'il y a plus de milliards sur le papier que concrètement des réalisations qui ont permis aux Sénégalais de changer, le Sénégal de changer complètement de visage. Des conseils des ministres aux allures de campagne déguisées, Okonon estime ce membre du secrétariat exécutif de l'APR. Depuis qu'il est au pouvoir, Macky Sall a gagné Dakar en 2012 au premier comme au second tour. Il n'avait ni la ville de Dakar et aucune commune d'arrondissement. Donc on n'a pas besoin de ça pour être premier. Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il ne pourra être réélu que sur la base d'un bilan. D'un bilan qu'il va présenter. S'il n'a pas de bilan qu'il va présenter à l'opinion sénégalaise, c'est peine perdue. Vous pouvez faire n'importe quel folklore que vous voulez, vous pouvez annoncer autant de milliards que vous voulez, mais la réalisation concrète des choses, c'est là que les Sénégalais l'attendent. Rufisque, Dakar, Pikine, Guédiawaye pour abriter le dernier conseil des ministres décentralisé, l'évaluation de 4 années de ronde dans les régions toujours attendues. À présent, la parole aux entrepreneurs de la banlieue. Coup de projecteur justement sur 2 entrepreneurs. Alors l'un est chef d'entreprise, il a créé une 60aine d'emplois directs et possède un chiffre d'affaires qui frôle le milliard. L'autre est vendeuse de cacahuètes. Elle gagne 2500 francs par jour et aussi étrange que cela puisse paraître, ils ont un dénominateur commun, ces 2 entrepreneurs. Ils attendent tous 2 de l'État des mécanismes de financement et une administration plus efficace pour rendre leur commerce prospère. Salif Soas, Malik Diop les ont rencontrés. Reportage. Lui est dans la production animale. Elle est vendeuse de cacahuètes. Sans compte bancaire, la mère de famille arrive tout de même à joindre les 2 bouts. Ce, grâce à son petit commerce. Inch'Allah lu ma soxla rek ci lay faje lu bon ba dinaa wàccaale bon juróomi téeméer junne ak juróomi téeméer laa commencé. Le chiffre d'affaires du premier grimpe en un temps record. Il est multiplié par 10. En 2009, Veto Partner était un cabinet vétérinaire, tout simplement. Nous faisions même pas 3 millions de chiffre d'affaires par mois. Et en 2013, nous sommes devenus une SUARL avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard. Nous sommes 56 salariés au niveau de Veto Partner. Toutefois, il voit plus grand, comme la vendeuse de cacahuètes, la commerçante, tous les 2 cherchent accompagnement. Surtout nawetaan baa ngi ñëw dañuy bëgg xaalis bu takku ndax ñu mën a liggéey man ak samay dikkandoo. La difficulté d'un entrepreneur réside souvent dans la recherche en fait, des fonds, le fonds de roulement, l'investissement. Et pour ce faire, cet entrepreneur a besoin de garanties. Ces garanties sont souvent construites par le foncier. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir en fait nos titres au niveau en fait des espaces où nous avons investi pour avoir également des garanties bancaires afin de financer les projets que nous avons présentement. La balle est dans le camp du président de la République. Et après l'actualité politique, passons à la santé. Lutte contre le sida, autorités musulmanes et chrétiennes à pied d'œuvre pour la mise en place de stratégies destinées à éradiquer la maladie. Et pour ceux qui en sont déjà atteints, ces derniers comptent s'impliquer davantage dans l'accompagnement. L'Alliance nationale des religieux, c'est le nom de cette structure déjà mise en place à Thiès. Nos correspondants Seylati et Charanta Diop nous en disent plus dans ce reportage. Des imams, oulémas et des prêtres de l'église sont à Thiès pour réfléchir ensemble sur la méthodologie qu'il faudrait mettre en place pour que les religieux chrétiens et musulmans puissent s'impliquer davantage dans la santé, notamment dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les chefs religieux ont un rôle à jouer. Sociologiquement, on ne peut pas contourner la présence des chefs religieux qui reçoivent en secret et toujours dans la dimension spirituelle cette couche fragile de la population. Les personnes vivant avec le VIH qui viennent tout simplement chercher un refuge religieux et partant de ce refuge religieux
un peu les aider à franchir cette barrière sociale qui les empêche d'aller de manière spontanée vers ceux qui aujourd'hui peuvent leur prodiguer les soins idoines pour pouvoir s'en sortir véritablement. Et pour cela, un programme a été mis en œuvre pour une réponse efficace. Le Sénégal s'est engagé d'ici 2020 pour que 90% des PPVH soient suivis. 90% des gens connaissent leur séropositivité, soient soignés et 90% puissent avoir un traitement adéquat. Cette structure religieuse veut apporter une réponse idoine à cette pandémie et à d'autres fléaux sociaux. Dans le sud, les paysans de Kanten, c'est dans l'arrondissement de Niagui, se sont montés au créneau pour dénoncer la destruction qu'ils jugent abusive de leurs champs par des inconnus leur demandant de quitter les lieux et leur expliquant que les terres qu'ils occupent depuis plus de 30 ans seraient destinées à la construction de nouvelles cités. Ils ont donné un point de presse pour se faire entendre et demander l'intervention de l'État. Je propose d'écouter leur porte-parole, Mamadou Niassi. Il est au micro de Boubacar Diassi. Nous sommes arrivés ici par un communiqué gouvernemental. Un gouverneur dans une région, c'est le président. C'est lui qui nous a autorisés à exploiter pour trouver de quoi nourrir nos familles. On est victime de plusieurs attaques. En tout cas, en 2012, nous avons connu ici une destruction d'arbres. Alors, on a fait appel à toute autorité résidant dans la région. Mais aucune autorité n'a traversé pour faire l'inspection de ce qu'on a réclamé comme dégâts. Jusqu'ici, nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement. Nous nous sommes plantés en 1982 jusqu'à nos jours. Nous ne vivons que ça. Mais on est tout le temps attaqué par les soi-disant propriétaires de la terre. Ce sont les villages environnants pour nous faire déposséder de nos champs. Pas question de quitter. C'est là où nous gagnons notre vie. Oui. C'est là où nous gagnons notre vie. Le Maroc pourrait réintégrer l'Union africaine après l'avoir quittée en 1984 à cause de l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Dans une interview accordée à nos confrères de JeuneAfrique.com, le président Macky Sall soutient d'ailleurs que l'Union africaine demande la suspension de la RACD de l'Union. Et puis bonne transition justement pour nous intéresser à l'actualité internationale. Elle se décline en 4 titres. D'abord, l'identification du tueur des 3 policiers de Bâton Rouge, c'est en Louisiane. Le gouvernement turc qui annule les congés annuels de quelques 3 millions de fonctionnaires. La promenade des Anglais à Nice qui a refusé du monde pour un hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet dernier. Et puis l'Union africaine qui édite le passeport africain. Un récit signé Daniel Diouf. C'est officiel, le passeport africain voit le jour. Il a finalement été lancé dimanche lors du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda. Les 2 premiers exemplaires délivrés au président de l'Union africaine Idriss Déby Itno et Paul Kagame, le président du Rwanda. Le plan initial était de délivrer les passeports aux chefs d'État, aux ministres des Affaires étrangères et à certains diplomates de haut rang. Mais l'Union africaine a reçu plusieurs requêtes d'autres personnes qui voudraient aussi bénéficier du sésame. L'Union africaine a donc demandé aux pays d'accepter de délivrer des passeports africains à leurs ressortissants selon leur propre processus. La promenade des Anglais à Nice, bondée de monde ce lundi pour l'hommage national rendu aux 84 victimes de l'attentat du 14 juillet. Une minute de silence observée dans toute la France. Le Premier ministre Manuel Valls arrivé sur les lieux copieusement hués. En Turquie, le pouvoir a fait état ce lundi de 7543 arrestations et le renvoi de plus de 5000 policiers. À l'issue d'un conseil des ministres, le chef du gouvernement a assuré que les putschistes devraient rendre des comptes, mais dans le cadre du droit. Les congés annuels de tous les fonctionnaires turcs ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Les fonctionnaires en vacances appelés à regagner leur poste dans les plus brefs délais. Au total, plus de 3 millions de personnes sont concernées. Enfin, on en sait davantage sur l'homme qui a abattu 3 policiers dimanche à Bâton Rouge en Louisiane dans le sud-est des États-Unis. Il s'agit d'un ancien membre du corps des Marines qui a servi en Irak. Il y avait servi pendant 5 ans, de 2005 à 2010. Ce jeune noir américain de 29 ans, originaire de Kansas City dans le Missouri. Le jeune homme a été tué lors de la fusillade.
Retour à Dakar pour parler du groupe Transair qui a inauguré le vol Dakar-Praia. Dakar, une autre destination desservie après celle de la Guinée-Bissau. Le groupe compte s'investir davantage pour satisfaire sa clientèle. Nous écoutons l'administrateur général de Transair, Alioune Fall. Il est au micro d'Aïssatou Paye. Transair n'a ménagé aucun effort pour développer la ligne Dakar-Praia, Dakar, et s'engage à tout mettre en œuvre pour fournir à ses passagers un service qualitatif à la hauteur de ses ambitions et pour le bien-être de ses passagers. Les autorités ont décidé au début du mois d'avril de confier le transport de passagers des lignes exploitées par Senegal Airlines à Transair. Transair a relevé le défi en sus des vols domestiques opérés sur Ziguinchor, Cap Skirring, Kolda, Tambacounda. Transair a démarré la ligne Bissau au début du mois de mai et à présent, depuis le 3 juillet dernier, celle de Praia. Mieux, un deuxième Embraer ERJ 145 nous a été livré en début de ce mois de juillet et Transair ne s'arrêtera pas là. Grâce à ce renforcement de flotte, d'autres destinations sont à l'étude. La page des sports que nous ouvrons avec du basket. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball a publié sa liste de 12 lionnes pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Moustapha Gueye a privilégié ainsi les championnes d'Afrique 2015, Bintou Djemé, Lalawan, Marissa Dio, Béatrice Rocher ou encore Aïda Fall sont les nouvelles têtes. Les jeunes Yassine Diop et Ndaye Khadijatou Dieng sont les réservistes et continuent le stage avec la sélection. Et du basket, nous passons à la lutte. Citeux et Satchès, une affiche qui promet, prévue le 30 juillet prochain. Les deux adversaires promettent de se faire la fête, mais pour les spécialistes, difficile, voire presque impossible de faire des pronostics, même si Satchès, le frère de Balagaï, part légèrement favori. Pape Faragning. Des pas de danse, des chants, beaucoup d'ambiance, une confiance totale chez les deux camps. Tout était réuni pour un face-à-face explosif. Non, li may indi. li ma jaroon may ndam rek la ma jaroon. bëre door lañ wax ñaar yëpp la indi. Les observateurs les plus avertis s'attendent à un grand combat. Ça va être un combat explosif entre deux lutteurs qui en veulent. Parce qu'à les voir, on sent qu'ils ont envie d'en découdre. Ce sont deux jeunes aux dents acérées qui ont envie d'en découdre. Ça va être un combat explosif, mais également un combat rapide à mon avis. Actuellement, c'est Satchès le favori. Mais est-ce que être favori veut dire vainqueur? Je sais que Citeux, il a l'audace de lutter avec n'importe qui. Ils vont lutter sans calcul. Ça, c'est clair. C'est un bon combat. Satchès est convaincu de sa victoire, mais Citeux pense déjà à la fête après le combat. ci bu taxawee day du taxaw xam na ko sax. di wax ne lamb ji li ma jaral mooy cant la ma jaral cant maam Serap Fall. Concernant l'aspect sécurité, les organisateurs rassurent les supporters. Inacceptable et hors de question que des Sénégalais ne puissent vaquer à leurs inquiétudes, leurs habitudes. Hein, je veux dire les riverains le jour du combat, les supporters ne puissent venir comme ils le veulent. Donc nous allons mettre les moyens dessus et voir avec la gendarmerie qui est très dissuasive, la police aussi, pour que tout se passe très bien parce qu'il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Ligue Nicolas Enco et GFM Entertainment promettent un spectacle jamais égalé. Toutefois, les deux lutteurs appellent à la non-violence. Et nous nous intéressons au football à présent pour évoquer la blessure de Dembaba, l'international sénégalais qui a contracté une double fracture tibia-péroné lors d'un match opposant son club à Shanghai, Chine, comptant pour la 17e journée de la Super League chinoise. Selon le docteur Mamadou Ndoye, médecin des sports, eh bien, il y a plus de peur que de mal. Selon lui, Dembaba pourrait retrouver ses coéquipiers s'il subit une bonne rééducation. Mamadou Fall. Fin de carrière probable pour Dembaba, ont annoncé certains quotidiens sénégalais suite à sa blessure lors de la rencontre
de son club contre Shanghai Shenhua. Une blessure spectaculaire certes, mais pas trop grave, renseigne le docteur Mamadou Ndoye, médecin des sports. C'est une lésion qui peut se rencontrer chez le footballeur en particulier. C'est vrai que c'est spectaculaire, mais ça reste une fracture. Voilà, une fracture des deux os de la jambe. Selon le médecin sportif, Dembaba pourrait se remettre très vite de sa blessure. La durée d'indisponibilité, disons, de l'immobilisation, il faut aller jusqu'à 3-4 mois. Ensuite, maintenant, il faudra que le joueur revienne. Alors, ce qui est important à dire, c'est que bon, Dembaba appartient à un club riche qui peut prendre de très bons chirurgiens et puis qui peut être de bons rééducateurs, en fait, de bons rééducateurs. Mieux, l'international sénégalais a de fortes chances de retrouver ses coéquipiers au mois de janvier prochain. La période d'indisponibilité normale est de 3-4 mois. Maintenant, tout dépend de la force morale de Dembaba. Souvenez-vous de Djibril Cissé, il a eu la même fracture il y a quelques années. Il est revenu quand même à la compétition. S'il est bien armé moralement, je pense qu'il faut revenir, il n'y a pas de doute. Enfin, moi, je n'ai pas de doute par rapport à ça. La blessure de Dembaba a fait réagir le monde du football. Amis, coéquipiers ont tous apporté leur soutien à l'international sénégalais. Et voilà qui met un terme à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 heure. L'information qui continue sur votre site www.igfm.sn. Bon début de semaine à tous. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Et tout de suite, Mamadou Ibra Kane reçoit Mamadou Omar Ndiaye, son confrère, journaliste, directeur général de GMC et directeur de publication du Témoin. Mamadou, bonsoir.